Pourquoi tant de nazis sont partis en Amérique du Sud? Et comment? Après la Seconde Guerre mondiale, de nombreux dirigeants du gouvernement nazi sont jugés lors du grand procès de Nuremberg. Mais d'autres procès ont eu lieu permettant de juger plus de 5000 responsables. Évidemment, il fallait s'y attendre. Beaucoup de ces nazis ou apparentés ont fui leur jugement, devant aller le plus souvent à l'étranger et changer d'identité. Alors, quels furent les pays où fuir? Tout d'abord, certains ont pu aller aux États-Unis avec l'opération Paperclip, une opération pour recruter des nazis et les faire travailler pour le compte des États-Unis, les États-Unis ayant besoin du savoir-faire allemand. Les personnalités les plus connues ayant bénéficié de cette opération sont Werner von Braun et Arthur Rudolph. Tous les deux membres du parti nazi, ils ont travaillé sur les missiles balistiques V2, ils travaillaient au camp de concentration de Dora. D'autres scientifiques de ce camp ont été embauchés par les États-Unis, alors que les scientifiques étaient au courant de ce qui se faisait avec les prisonniers utilisés à l'usine. L'URSS avait aussi sa filiale pour recruter des nazis scientifiques, l'opération Ossow-Viakim. Mais d'autres anciens nazis ont travaillé pour la France, la Grande-Bretagne ou tout simplement pour l'Allemagne de l'Ouest, mais dans une moindre mesure, la plupart ayant préféré aller aux États-Unis. Mais parlons des nazis qui ont réussi à fuir. Vers où sont-ils allés? Tout d'abord, les nazis ont dû se cacher en Allemagne. Ce qui est pratique de l'Allemagne en 1945, c'est qu'elle est occupée par les Alliés. C'est une sorte de chaos administratif et il est plus facile de passer dans les mailles du filet. Les nazis les moins connus ont pu tout simplement changer de nom de famille et continuer leur nouvelle vie sous une nouvelle identité. Par contre, pour les personnalités les plus importantes, ils vivaient le risque d'être reconnus en restant sur place. Ils ont dû fuir. Pour changer ses papiers ou se faire de nouveaux papiers, la filière la plus connue était celle de la Croix-Rouge. Un nazi fait une demande à la Croix-Rouge pour dire qu'il est apatride et qu'il a besoin d'un passeport. Cette demande, il pouvait la faire en Italie ou en Espagne, des pays plus neutres envers la recherche de nazis. La filière italienne étant la plus importante. Sur place, un réseau clandestin a permis l'aide des nazis. Alois Udall, évêque catholique autrichien résidant à Rome, est la personnalité la plus célèbre ayant aidé les nazis par la filière italienne. Mais l'Italie n'était pas la destination finale, c'était un lieu de passage pour aller vers un pays plus sûr. Et quels furent les pays choisis pour les nazis? Il fallait plusieurs paramètres. Premièrement, il fallait des pays qui n'avaient pas trop de problèmes avec les nazis, voire avec quelques sympathies pour les nazis. C'est le cas par exemple de l'Égypte et la Syrie. Ces deux pays avaient besoin de moderniser leur armement et avaient besoin de l'expertise allemande. Des nazis de seconde catégorie y ont été accueillis. L'autre paramètre important pour accueillir des nazis est qu'ils puissent se fondre dans la masse. Sauf qu'un nazi, ça parle allemand, et même s'il apprend la langue locale, il a toujours un accent allemand. Le meilleur endroit où aller se cacher quand on est allemand, c'est là où vivent déjà de nombreux Allemands. Alors, où vivent les Allemands dans le monde? En Allemagne et en Autriche bien sûr, mais dans ces pays, la recherche des nazis est intense. En Europe de l'Est, il y a de nombreuses communautés allemandes, mais toutes ces communautés ont été incitées à partir dès 1945. Ils étaient plusieurs millions et ont dû fuir en Allemagne de l'Ouest ou en Autriche. En fait, partout en Europe, les nazis sont très bien traqués. Mais il y a des communautés allemandes en Amérique. Les États-Unis connaissent la plus grande communauté en 1945. Le problème, c'est que venir aux États-Unis en ayant l'allemand comme langue maternelle, c'est être à coup sûr très surveillé à l'entrée. Il est presque impossible d'échapper au contrôle. Il existe deux autres pays américains où on trouve de grandes communautés d'Allemands. L'Argentine et le Brésil. Et ça tombe bien, l'Argentine est un pays qui est à fond pour l'immigration européenne. En 1945, on peut estimer qu'il y avait déjà plus d'un demi-million d'Allemands en Argentine, des Germano-Argentins, soit les Argentins d'origine allemande, suisse ou autrichienne. Beaucoup d'Allemands ont dû quitter l'Allemagne et l'Autriche après la Seconde Guerre mondiale et sont partis soit en France, soit aux États-Unis, mais aussi vers l'Argentine ou le Brésil. Vu qu'il y avait déjà de grandes communautés allemandes sur place, il était plus pratique de migrer là-bas. Et qu'ont fait les nazis? Ils ont profité de cette migration pour aller en Argentine et dans une moindre mesure au Brésil, mais aussi au Paraguay et au Chili. C'est surtout l'Argentine qui a accueilli le plus de nazis. On pense qu'ils ont dû être environ 12 000. En effet, l'Argentine avait aussi le président Perón au pouvoir. Son orientation politique est difficile à cerner. Il est à la fois pour les aides sociales, pour l'État-providence, pour les droits des femmes, pour la nationalisation. En même temps, Perón a dénoncé les procès de Nuremberg. Le schéma le plus classique est donc d'arriver à Buenos Aires par bateau, depuis l'Italie, puis de là rejoindre une communauté allemande en Amérique du Sud et vivre une vie discrète. Mais où vivent les communautés allemandes en Amérique du Sud? Elles vivent soit à Buenos Aires, soit dans la Pampa au nord de Buenos Aires, dans des colonies agricoles, mais aussi une grande communauté dans le sud du Brésil, en particulier dans le Santa Catarina. Et après ces nombreuses fuites, il y a eu une recherche active de ces nazis. Les gens ayant travaillé sur ces recherches sont surnommés les chasseurs de nazis. Le plus célèbre d'entre eux est Simon Wiesenthal, un juif autrichien.
Maintenant qu'on a vu un contexte général, allons voir quelques exemples, avec quelques nazis célèbres. Adolf Eichmann. Adolf Eichmann est sûrement le responsable le plus important qui a réussi à fuir les procès. Il a notamment participé à la logistique de la déportation des Juifs depuis la Hongrie. Il est donc hautement responsable. En 1945, lorsque les troupes soviétiques commencent à arriver en Hongrie, il fuit vers l'Autriche. Il va dans le village de Altaussee, lieu de refuge pour plusieurs nazis. Mais il doit rapidement fuir. Il va vers les montagnes et prend le nom de Otto Eckmann. Mais il se fait arrêter par les États-Unis. Il est mis en prison à côté du Nuremberg, mais toujours sous sa fausse identité. Ayant un tatouage nazi, il ne peut pas nier qu'il est nazi, son but étant de se faire passer pour un nazi de seconde catégorie. Son statut étant moins important, il est transféré dans un autre camp d'où il arrive à s'enfuir. Il prend une nouvelle identité, Otto Henninger, il part dans la petite ville de Bergen en Basse-Saxe. En 1948, il quitte la ville pour partir en Italie dans le Sud-Tyrol, la zone germanophone de l'Italie. Ancien territoire autrichien, il est hébergé au monastère de Bolzano jusqu'en 1950. De là, il change de nom et prend Riccardo Clement. Grâce à des contacts dans le milieu catholique, il se fait faire un passeport de la Croix-Rouge en tant que réfugié. La même année, il prend un bateau grâce à un visa qu'il a eu pour l'Argentine. Il y arrive en juillet 1950, et de là, il reste vivre à Buenos Aires, changeant de métier régulièrement. Évidemment, pendant ce temps, Adolf Eichmann est encore recherché. On pense qu'il s'est peut-être suicidé. Finalement, en 1957, Lothar Hermann, un juif allemand qui avait migré à Buenos Aires et qui a subi les camps de concentration, est amené à soupçonner que Riccardo Clement est Adolf Eichmann. N'oublions pas que l'Argentine, en plus d'avoir accueilli beaucoup de nazis, a aussi accueilli beaucoup de juifs après la Seconde Guerre mondiale, dans la vague de migration allemande post-guerre. Mais comment Adolf Eichmann et Lothar Hermann se sont-ils rencontrés ? Eh bien, en réalité, ce sont leurs enfants qui se sont rencontrés. La fille ayant remarqué les propos antisémites, après quelque temps, Hermann a fini par en déduire que c'était sûrement un ancien nazi et a voulu prévenir les autorités allemandes. Il finit par contacter Fritz Bauer en 1957. Juif, chasseur de nazis et procureur général du Land de la Hesse. Une fois tenu au courant, Fritz Bauer préfère prévenir les services secrets israéliens directement. Il a peur que si les services ouest-allemands sont au courant, ils préviennent les États-Unis et ces derniers pourraient vouloir protéger Eichmann. Les États-Unis avaient intérêt à rester discrets sur les nazis, vu qu'ils en ont embauché. Parallèlement, Gerhard Klammer, un géologue allemand ayant travaillé avec Riccardo Clement, a pris contact avec des chasseurs de nazis, l'ayant soupçonné de son côté aussi. Une fois le Mossad prévenu, sur les services secrets israéliens, des agents sont envoyés pour surveiller la résidence de ce mystérieux Riccardo Clement. En 1960, 3 ans après l'enquête, le Mossad fait enlever Eichmann dans la rue, à Buenos Aires, il est emmené en Israël et jugé, il est pendu en 1962. Josef Mengele. Josef Mengele fait partie des nazis qui n'ont jamais été retrouvés. Ce n'est qu'après sa mort qu'on finira par l'identifier. Après la guerre, il est fait prisonnier des États-Unis puis libéré. Il prend le nom de Fritz Ullmann. Dès 1949, il part à Gênes et obtient un passeport de la Croix-Rouge en tant que réfugié sous le nom de Helmut Gregor. Il prend le bateau pour l'Argentine, il y vit pendant une dizaine d'années et récupère son vrai nom. Puis il part vivre au Paraguay, dictature dirigée par Alfredo Stroessner, paraguayen de naissance, mais d'origine allemande, qui a eu des sympathies pour les nazis. Josef Mengele vit tranquillement au Paraguay où il obtient la nationalité. Il meurt en 1979. En 1985, on finit par comprendre que c'était lui, avec des analyses du corps. Klaus Barbie. Klaus Barbie est le plus célèbre nazi recherché par la France. Son activité ayant eu lieu principalement à Lyon, une fois la France libérée des nazis, Klaus Barbie fuit à Baden-Baden. La France le recherche activement, mais les États-Unis sont intéressés par son expertise. Ce cadre lui permettra de fuir. C'est finalement grâce à la CIA, les services secrets états-uniens, que Klaus Barbie arrive à fuir. Il suit la filière classique. Il va en Italie changer d'identité, puis prend le bateau de Gênes pour l'Argentine. Il prend le nom de Klaus Altmann. Il obtient aussi le passeport de la Croix-Rouge avec un visa. Il reste quelques années à Buenos Aires, puis migre vers la Bolivie. Il y travaillera pour le régime dictatorial, notamment dans les années 60, quand la Bolivie lutte contre la guérilla de Che Guevara. Barbie est protégé par le régime dictatorial bolivien, et la France ne peut l'extrader. Les deux pays trouvent un arrangement en 1983 avec un échange financier. Il est condamné à la prison à vie en France. Il meurt en 1991. Voilà pour quelques histoires de nazis s'étant enfuis. Il y en a eu beaucoup d'autres, on ne peut pas tous les citer. Certains ont même été arrêtés puis graciés. Aujourd'hui, le Chili a un nouveau président depuis mars 2026, José Antonio Cast, né en 1966 au Chili. Son père était membre du parti nazi quand il était soldat pendant la Seconde Guerre mondiale. En tant qu'ancien nazi, il avait même activement participé à la dictature de Pinochet.
Bref, c'est tout ce que j'avais à dire sur les nazis en Amérique du Sud. Si la vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu et abonnez-vous, et à la prochaine.